Salut à toi, cher Radio Révolutionnaire. Comme tu le sais, plumevitae.co, c'est la plateforme des auteurs ambitieux. Qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. Grâce à une communauté de bêta-lecteurs et d'éditeurs partenaires, nous arrivons à accompagner des auteurs de l'écriture jusqu'à la recherche d'un éditeur. Pour cela, pour bénéficier de nos services, rien de plus simple, il suffit de te rendre sur www.plumevitae.co ou aller sur le lien qui se trouve en barre de description et d'aller sur l'onglet éditer son livre avec Plume Vitae et de découvrir finalement nos services. Et si tu es davantage un lecteur ou un correcteur, je t'invite à te rendre sur lecteur et correcteur pour devenir un brigadier qui serait rémunéré pour lire ou critiquer et corriger des auteurs. Enfin, si tu es plutôt un partenaire, eh bien, que ce soit un éditeur ou un professionnel, voire même un blogueur, un youtubeur, un instagrammeur, un grammeur, tout ce que tu veux, même un chien, eh bien, je t'invite à te rendre sur la partie devenir partenaire. Septième jour du premier mois de l'an 2061. Ça y est les amis, nous y voilà. Après une belle année 2060 qui a été remplie de beaucoup de critiques sur différents thématiques, sur différents univers, nous continuons notre aventure parce que, en effet, nous n'avions que commencé à critiquer des œuvres sur ce vaste univers qu'était Wattpad. On avait commencé avec de la fantasy, si vous vous souvenez bien, et aujourd'hui, en 2061, nous recommençons à nouveau notre périple sur un nouveau monde de fantasy. La raison? Très simple. Derrière la forêt des sorcières se trouvait le passage vers un autre univers. Un univers où règne la perfidie, mais aussi où règne une sorte de lumière et où possiblement se trouve la solution pour aider les œuvres de l'an 2020. Ce monde se nomme Loyal Perfidie. Ça y est mes amis, nous y voilà la boucle est bouclée. Je vous souhaite à nouveau une très très bonne année et ceux qui nous ont suivis, ceux qui nous ont rejoints aussi, je vous souhaite à vous tous une très très bonne année livresque, j'ai envie de vous dire. J'espère que la pluie sera avec vous, davantage qu'avec le dernier film Star Wars. Et sans plus attendre, nous allons commencer par cette œuvre que j'ai véritablement beaucoup aimée. Oui, je vous spoil déjà, j'ai pas le temps. Alors, mais de quoi ça parle Royal Perfidie? Royal Perfidie est une œuvre écrite par Early Rald et qui commençait à prépublier depuis juin 2019 sur Wattpad, mais qu'il avait déjà écrit en amont. C'est de la dark fantasy. Et le résumé, le voici. La gloire et le pouvoir sont deux terribles océans. Pour les conquérir, il faut l'être encore plus, ou sinon les vagues vous submergent et font couler votre navire. Il y a bien longtemps, dans les contrées luxuriantes et vallonnées du Wardiel, un empire couronné par paix et prospérité. Ce fut en ces temps où opulence et faste se disputaient férocement, éclat et gloire, qu'apparurent un triste jour des noirs augures. Alors, à Méris, capitale de l'Empire du Lac, le pouvoir vacilla. La calomnie, la luxure et la corruption enlisèrent petit à petit l'Empire dans la fange et l'opprobre. Pour le sauver de cette tourmente et protéger l'honneur de sa famille, Ariled Lac, frère de l'infirme suzerain de l'Empire du Lac, s'élève et brandit son honneur pour combattre la perfidie des parjures, tandis qu'un fléau séculaire refait surface sur le continent d'Estellar. Mais seul contre tous, comment sa loyauté pourrait-elle empêcher les graines du complot de germer? Waouh. Ok. Donc là, c'est le résumé global, bien entendu. Moi, comme d'habitude, je vous le rappelle, voilà, ce sont les nouvelles règles. À nouveau, ce sont les mêmes règles, en fait, ça n'a pas changé. Je n'ai lu que à environ les 18 000 premiers mots, ce qui équivalait pour cette œuvre-là aux 5 premiers chapitres, et je me base sur les 5 piliers. Les 5 piliers, ce sont donc le scénario, l'univers, les personnages, le fond et la forme. Et du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette œuvre? Eh bien, c'est parti. Un projet peaufiné dans les moindres détails. Il y a, franchement, si on devait prendre juste d'un point de vue scénaristique, je dirais qu'on est proche de l'excellence. Il y a un titre excellent, clairement l'OL Perfidie qui veut tout dire, il nous intrigue à la fois, en même temps on se dit mais c'est pas logique, etc. Donc du coup on a envie de tourner les pages. D'un point de vue de l'histoire, c'est complexe, ça veut dire qu'en fait on est un peu à la Game of Thrones, on va suivre un, 2, 3 et rapidement une panoplie de personnages, mais malgré le fait qu'on est sur
plusieurs timelines, malgré le fait que ces personnages sont parfois dans des lieux totalement diversifiés, etc. Jamais, il y a d'incohérence. Dans ce genre d'histoire avec des points de vue, on peut parfois se perdre au niveau de la temporalité. On ne sait pas se passe telle action, où se trouve tel personnage. Il n'y a jamais ce problème-là. Toujours, il prend le soin de rappeler le lien avec ses personnages, où est-ce qu'il se trouve par rapport à l'univers, et j'ai jamais été perdu. C'est pas complexe, je dirais que c'est riche et c'est maîtrisé de bout en bout. Bravo. Mettons le seul point que je devrais reprocher dans cette partie-là, c'est vraiment le résumé. J'ai limite eu l'impression qu'on était dans un prologue, parce qu'en fait, le résumé il est trop fait à l'ancienne, limite au début. Ouais, c'est le résumé à l'ancienne, quoi. Presque comme si c'était une bonne annonce de film. Je pense que ça pourrait gagner en efficacité. Comment? Et ben en fait, au lieu de me raconter tout ce que tu m'as dit sur l'univers, etc., qui, moi en tant que lecteur, ne m'intéresse pas, vu que je ne te connais pas et je ne connais pas ton univers, bah de me raconter en fait, mais c'est quoi le début? Juste raconte-moi le début, tease-moi. Et le début, il est génial. Pour vous qui veulent le savoir, c'est très simple. On suit un héros. On pense que c'est lui le héros de l'histoire. On pense qu'on va le voir justement dans cet univers-là, plein de perfidie, que lui va être la lumière, qui va être le nouveau prince, plein de justice, plein de bonnes valeurs, justement guidé par Harry Led. Et en fait, il meurt. Et sa mort va provoquer une explosion de perfidie et oui, une sorte de course à la couronne finalement, un Game of Thrones si je peux dire, euh, dans ce royaume qui de base, d'apparence, semblait paisible. Bah voilà, tu l'as ton résumé en fait. Sauf que bon, je te l'expliquerai après. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais fait un résumé où je fais croire au lecteur que le héros qu'on va suivre, eh bien, c'est justement ce prince-là. Et la surprise, ça va être ça. Fin du premier chapitre, il meurt. Et là, on se dit, mais du coup, qui est le héros? Et là, tu relances l'idée. Donc voilà, c'est vraiment. Cette partie-là, vraiment, on est proche du parfait. Vraiment, chapeau. Univers, ne pas confondre. Riche et complexe. Pourquoi j'ai appelé cette partie comme ça? Et bien parce que dans chaque roman de fantasy, en tout cas les très bons romans de fantasy, on voyage. On découvre un nouvel univers, de nouveaux prénoms, une nouvelle carte, etc., etc. Et tu nous donnes tout. On a une nouvelle carte, on a un nouvel univers, on a des noms et un système de maisons avec des animaux, etc. C'est génial. Chaque maison a son histoire, chaque personnage a son histoire, chaque lieu semble même aussi avoir son histoire. Vraiment, j'ai voyagé, c'est travaillé, c'est détaillé. Mais en fait, c'est trop généreux. Que ce soit dès le début avec toutes les cartes que tu donnes, le glossaire, tout ce contenu-là qui est vraiment c'est cool, ça t'a travaillé dessus, c'est génial. Et j'ai vu sur Wattpad des gens qui étaient émerveillés de se dire purée, t'as fait tout ça, est-ce que c'est toi qui as fait tout ça et tout, etc. C'est vrai que je suis étonné de me dire qu'un auteur ait réalisé tout ça et ça me rappelle mes premiers débuts dans l'écriture où quand moi aussi je voulais écrire de la fantasy. Mais en fait, je me rends compte avec les années, et je te le redis à toi, que en fait, c'est vraiment trop généreux pour un seul projet. C'est-à-dire que tu as tellement travaillé, détaillé ton univers, et que tu veux tout nous donner en fait. Typiquement, vous avez un personnage qui est détestable, déteste tout ce qu'elle voit, et va parler pendant presque 2 paragraphes d'une auberge, juste pour se moquer en fait, dire qu'ils sont pauvres, dire que ouais, on en a rien à faire, etc., etc. Et je me dis, mais justement en fait, si elle n'a rien à faire de cette auberge-là, que ce sont des pauvres, etc., elle devrait passer moins de temps à la décrire et en quelques lignes nous dire, voilà, elle est dégueulasse, voilà, ils sont pauvres, etc. Mais non, elle va passer le même temps finalement à décrire, je sais pas, un lieu qu'elle aime bien, ou un personnage qu'elle aime bien, ou avec lequel elle a une relation, que l'auberge qu'elle vient de quitter et qu'elle n'aime pas du tout. Et ça, c'est parce qu'en fait, je pense que t'as tellement peaufiné ton univers que ça se retourne contre toi et que tu ne sais plus finalement quoi choisir, que montrer, sans en fait que ça te frustre. Et ma réponse, c'est pose-toi la question, est-ce que ça va servir au lecteur? Est-ce que le lecteur en a besoin pour comprendre le personnage, le scénario, les thématiques, l'univers? Ça ne sert à rien. Si par exemple tu peux enlever ce paragraphe-là, et je l'ai fait, j'ai fait le test d'enlever certains paragraphes, ça ne sert à rien. Enlève-les. Enlève-les. Et enfin, bah, pourquoi deuxième raison de lequel enlever? Ton univers est tellement riche que je pense que tu peux même, et là c'est une idée que je te donne, créer des spin-offs sur d'autres personnages. Et là tu auras le temps, si tu veux, de t'alourdir sur d'autres choses. Par exemple, sur cette auberge-là, peut-être que tu peux créer un personnage, justement, issu de ce genre d'auberge, ou issu des pauvres, qui lui, pour le coup, va être plus dans l'empathie et va pouvoir raconter cette histoire-là avec des auberges, etc. Mais ne nous donne pas tout. On a pour l'instant, on suit une histoire, on ne suit pas une encyclopédie sur ton univers. Après, il y a juste une incohérence dans ton roman qui m'a vraiment choqué, c'est en fait, bah,
Harry Lane nous explique la raison pour laquelle il y a une course au trône. Il nous explique que finalement c'est un système qui a été choisi, politique, qui voudrait que voilà, dès que eh bien, la couronne, en gros la lignée principale n'est pas d'héritier, et bien finalement il y a une sorte de système d'élection qui soit créé et chacun peut proposer comme ça son héritier. Et Harry Lane lui-même dit que ça a causé d'ailleurs des guerres politiques. Et du coup ma question c'est mais comment un tel système a duré en sachant qu'en plus de ça, et c'est le thème de ton roman, hein, tout le monde est perfide et tout le monde n'attend qu'une seule occasion pour prendre la couronne en fait. Donc c'est vraiment là, je me suis dit, bah, faudrait peut-être que Harry Light justement soit là en disant, bah, peut-être que ce système-là il arrive à son terme, que c'est n'importe quoi en fait. Sauf que Harry Light ne le remet jamais en question, alors qu'il n'est pas du tout logique. C'est comme si demain, je sais pas, oui, on disait que voilà, dans une entreprise, si le chef d'entreprise meurt, c'est pas son fils qui reprend, il ne peut pas choisir qui va reprendre l'entreprise, mais il y aura des élections qui seront faites parmi tous les employés de l'entreprise. Et on sait qu'en entreprise, bah, y a tout le temps des guerres politiques, donc l'entreprise mourrait en fait, il y aurait un changement de vision, il y aurait... En fait, je vois même pas comment en fait ça peut durer. Donc voilà, c'est vraiment ça mon incohérence, c'est juste bah, d'ailleurs le système en lui-même qui amène justement le début de l'histoire, qui n'est pas cohérent. Voilà. Des personnages ou des humains. Vraiment, pour moi, les personnages, comme le scénario, c'est incroyable. Je suis un grand fan de Zola, et typiquement de ce qu'il a fait avec les Rougon-Macquart, ça m'a toujours impressionné de me dire, en fait, ça se trouve, je sais pas, faudrait faire des recherches, mais c'est le premier univers partagé livresque, si je peux dire. Donc le MCU arrive trop tard, en Cocorico, j'ai envie de vous dire. Parce qu'en fait, on a la même chose ici. On a une fresque de personnages avec chacun leur place, chacun eux-mêmes, en fait, pourrait être le héros de l'histoire, en fait. C'est-à-dire que en quelques lignes, il va nous décrire, je sais pas, voilà. On arrive dans l'Inquisition, chapitre 3. Et je parlais de voilà, mon personnage préféré qui est Megal, je pense. Je pense que je vais prononcer comme ça. C'est en fait un ancien soldat qui a perdu sa jambe, une partie de ses dents et surtout son honneur pour la cour, en affrontant le champion d'un pays rebelle. Il est mort, il est quasiment mort au combat pour son pays, et quand il revient, en fait, plus personne ne le calcule. Et en fait, c'est comme s'il était déjà mort. C'est comme s'il il était mort parce que, eh bien, il était parti avec son honneur, c'était lui, entre guillemets, la star de la cour, etc. C'était un peu comme la main, je pense, dans Game of Thrones. Désolé pour si c'est pas ça, parce qu'en fait, je n'ai jamais vu Game of Thrones, j'ai juste regardé des spoils. Voilà, je sais dit. Et il revient après avoir perdu, et en fait, on se rend compte qu'il a perdu plus que sa jambe. Il a perdu toute loyauté envers l'Empire. Mais dans le même temps, il ne peut pas arriver dans ce royaume-là où finalement bah, c'est le plus intelligent qui reste en vie, et ça je vais en parler, et pas le plus fort. Et bien il se rend compte que ok j'ai perdu ma jambe, mais il y a d'autres personnes qui ont besoin de moi et qui vont me permettre de rester dans l'échiquier, si je peux dire, jusqu'au moment où je vais pouvoir prendre ma revanche. Et c'est dit en quelques lignes. C'est pas, et à nouveau, ce n'est pas lui, je pense pas que ce soit lui le personnage principal, mais me dire qu'en quelques lignes, tu me fais m'imaginer que potentiellement ce personnage-là que je n'ai vu que pendant un chapitre, alors que d'autres je les ai vus pendant 4 chapitres, pourrait à un moment donné renverser la table et parce qu'il y aura une occasion et peut-être monter sur le trône ou peut-être même lui-même apporter quelqu'un sur le trône et donc devenir finalement le maître chanteur du roi, bah je trouve ça génial. Réussir comme ça à me captiver sur un personnage qui sort comme ça de nulle part alors qu'il y avait d'autres. Harry Lane est génial, Eril était génial, Janora, la perverse, la perfide, le serpent, pareil. Et là, t'arrives avec un personnage qui est juste finalement une petite main. C'est comme si t'arrives à me captiver avec un ouvrier. Voilà. Je ne dénigre pas les ouvriers, on a besoin d'eux, mais voilà, t'arrives à me captiver avec un ouvrier dans un film, une série comme House of Cards. Et tu me fais croire que l'ouvrier est là en question, qu'on a vu pendant 3 minutes à l'écran pendant que le personnage principal passe dans l'usine, et ben lui, il y a moyen qu'à un moment donné soit président de la République. Je trouverais ça génial. Que même si je suis l'histoire en cours, ma tête reste obsédée par ce personnage que j'ai vu pendant 5 secondes à l'écran. Et ben c'est exactement ce que tu arrives à faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est ça. Dans ton traitement, tu ne traites pas en fait les personnages en disant ok celui-là il est secondaire, celui-là il est tertiaire. Non. Tous les personnages pour toi sont principaux. Et en fait appartiennent à un grand personnage qui est cet empire, cette cour en fait. Et tu nous montres comment chacun va la composer, la décomposer, les alliances vont se faire, etc. Et c'est génial. Et là où on arrive à l'apothéose, c'est quand on se rend compte que certains personnages, dans leur symbolique, eh bien, s'opposent
voire sont complémentaires. Et quand ils échangent ou évoluent, à ce moment-là, c'est. Enfin, les dialogues, moi j'ai pris les citations de dialogue et je vous en mettrai et je vous invite à regarder notre Instagram, la petite pub. Et j'ai pris les citations parce que c'est génial. Quand ils échangent, par exemple dans le chapitre 5, dans leur sorte d'assemblée, et que tu te rends compte que tel personnage incarne ceci, tel personnage incarne cela, et qu'en fait, lui il est tellement orgueilleux qu'il va créer la guerre, et que tu as un personnage au milieu qui lui incarne la paix. Enfin, voilà, au moment où tous ces personnages-là que tu as créés avec une minutie parfaite échangent les uns avec les autres, c'est là qu'on se rend compte à quel point tu as travaillé, peaufiné ton univers, et c'est génial. Le seul point noir que je te reprocherais, c'est comme ton univers en fait. Tu t'en as tellement fait, t'as tellement détaillé, t'as tellement réfléchi à tes personnages, que du coup, tu veux tout nous donner. Genre, voilà, par exemple, Meigel, voilà, très bien, très cool. Mais t'arrives au point où un personnage tertiaire, voire qui serait même un PNJ dans un RPG, et ben tu vas le décrire autant que Eril ou Ariled. Et là, je me dis non, il faut que, même si ils sont intéressants, t'arrives en calculer à dire voilà, il est intéressant, il n'y a pas besoin de nous raconter leur backstory, leur truc, pas pour tous. On n'a pas besoin de tout ça pour que ça nous captive vraiment. Donc, ces personnages-là, par exemple, ces humains de la cour du lac, bravo. Un roman philosophique. On arrive maintenant à la partie du fond, la partie préférée, la partie qui pour moi est le socle de chaque roman, parce que selon le message que l'auteur a essayé de dire, d'incarner, de créer, tout le reste va découler. Et ici, en fait, j'ai tout dit. J'ai tout dit. Pourquoi est-ce que tout est aussi fourni? Pourquoi est-ce que chaque personnage a une symbolique? Pourquoi est-ce que l'univers en lui-même semble avoir vécu? Eh bien parce que les messages sont clairement ancrés, et en fait, depuis le titre. S'il y avait un gros message que je pourrais dire, ça serait: l'homme n'est ni tout blanc ni tout noir, ce qui compte c'est le contexte. Et c'est la même chose pour Loyal Perfidie. Loyal Perfidie, en soi, on se dit, mais ça n'a aucun sens. On ne peut pas être loyal et perfide. Et c'est justement ça, en fait, la thèse, je dirais, du roman. On peut être loyal et perfide. On peut avoir des valeurs et parfois, de temps en temps, les abandonner totalement parce que ça n'a plus de sens. Pourquoi? Parce que la société de Loyal Perfidie, c'est la nôtre. En caricaturé, je dirais, c'est une jungle civilisée dans laquelle, si tu ne sais pas prendre la tangente, si tu ne sais pas à un moment donné choisir le camp, choisir tes valeurs, te remettre finalement à jour, tu meurs. Et à ce moment-là, en fait, tu dois être loyal quand il le faut et perfide quand il le faut. Et du coup, ça nous fait poser la question de qu'est-ce que la vraie force? Est-ce que c'est l'intelligence? Et à ce moment-là, Meigel, qui a perdu sa jambe, n'est-il pas devenu plus fort parce que maintenant, il ne compte plus sur sa jambe ou sur ses bras pour se battre, mais sur son intelligence et sur comment ruser avec carrément le maître de l'Inquisition? Ou est-ce que c'est ces bras droits, ces balourds qui justement torturent les gens, qui sont les plus forts? Tu nous donnes un début de réponse. De même, à quoi sert-il aujourd'hui d'être loyal envers une cause, envers la religion, envers sa femme, envers sa famille, envers son propre royaume, si tout change à chaque fois en fait? Est-ce que la loyauté ce n'est pas pour les idiots? Est-ce que la loyauté c'est pas une sorte de fixisme qui nous rend en fait finalement aussi prévisible de la part des autres hommes et du coup nous rend vulnérables? Ça aussi c'est un thème que tu évoques beaucoup et j'ai beaucoup aimé par exemple dans le chapitre 5 quand on voit tout le monde s'écharper, avoir son avis, etc. dans cette assemblée. Et au milieu, Ariled, le seul qui continue en fait de croire que le royaume peut être sauvé, que la paix est possible, au milieu de tout ça et de se dire, sans que ce soit écrit, mais comment je vais m'en sortir? C'était génial. Et donc du coup c'est ça. Faut pas vous dire quand vous allez lire ce roman qu'il y a des méchants ou des gentils. En fait, il y a juste des humains complexes qui, dans un contexte donné, sont amenés à être méchants comme bons. Et ça m'étonnerait même pas que même certains personnages qui sont détestables au début fassent vers la fin des actes héroïques et qu'on se dise ah ouais, il est gentil. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est le contexte. Ça sert à rien d'être gentil, d'après ton roman en tout cas, quand être gentil me tuerait. Et ça sert à rien d'être méchant quand être méchant me tuerait. Je dois m'adapter au contexte pour survivre dans cette jungle civilisée. Encore une fois, chapeau. Et on arrive maintenant à la dernière partie qui est la forme. Et pour moi, ça passe ou ça casse.
Pourquoi? Parce qu'en fait, concrètement, quand j'ai lu ce roman-là, Loyal Perfidie, une autre bêta lectrice l'avait lu, elle m'avait dit, il y a un truc qui va pas... Le scénario c'est cool, mais il y a un truc qui va vraiment pas. Moi, je trouve que c'est trop complexe dans le style. Et je comprends pourquoi. C'est simple. Moi, je mettrais carrément un avertissement au début de cette lecture, c'est prenez un dictionnaire. J'ai littéralement ouvert une page avec le Larousse, et à chaque fois, en tout cas à chaque chapitre, ça c'est sûr, j'ai pris mon dictionnaire parce qu'il y avait des mots, je me suis posé même la question, est-ce qu'ils étaient français en fait? C'est-à-dire que les mots, le vocabulaire est tellement recherché qu'on en vient à douter de sa propre langue. Et moi, ça m'a pas dérangé, mais je pense que certains lecteurs, de même que ton style qui est à l'ancienne, hein, ça peut vraiment les rebuter. On est dans un monde aujourd'hui où, moi pas, mais certaines personnes ont vraiment un trouble de l'attention, vont lire et en même temps être sur Instagram, vont lire et en même temps avoir une notif, et en fait, les obliger à avoir un autre outil pour finalement traduire le livre qui est censé être juste un moment de plaisir, c'est prendre un énorme risque. Et donc du coup, la question que je te pose, ça va être la même chose pour ton style. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, je ne vais pas dire de baisser le niveau, mais de te dire, voilà, aujourd'hui, en 2020, les gens ont besoin de livres un peu plus simplifiés. Peut-être que mon style, bah oui, ça donne un petit côté, voilà, un petit côté rétro à l'ancienne, etc. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui va vendre? Voilà, parce que, à nouveau, le livre est un produit. Et j'ai peur, et c'est ce qui s'est passé, je pense, avec cette bêta lectrice-là, que, à cause de ton style, les gens n'aillent pas au bout de l'histoire, n'aillent même pas au bout, par exemple, moi, comme moi, des 5 premiers chapitres, là où finalement toute l'histoire commence, et referment le bouquin en se disant, purée, c'est trop compliqué, c'est quoi ce truc? Et on dirait un vieux grimoire. Alors que l'histoire est une merveille. Donc c'est vraiment une question que je te pose. Est-ce que tu es prêt à faire ce sacrifice-là sans prostituer ton œuvre, bien évidemment, de juste essayer de, voilà, je vais m'adapter un tout petit peu au langage actuel, m'adapter un tout petit peu au style actuel, regarde un peu comment écrivent les autres œuvres de fantasy. Euh, voilà, je sais qu'il y a de très bonnes œuvres, je ne vais pas citer les noms, chez Scrineo, par exemple, de fantasy que moi j'ai lu, voilà, c'est une fantasy, on en retrouve les ambiances à l'ancienne, mais le style s'adapte à la jeunesse, comme aux adultes, etc. Et c'est pas si complexe que ça. Voilà. Et ensuite, je dirais, n'hésite pas à donner des indicateurs spatio-temporels pour éviter de perdre le lecteur. Je crois que c'est à la fin du début du chapitre 3, j'ai eu l'impression qu'un personnage disait que ça faisait un an que le chapitre, ce qui s'est passé au chapitre 2, donc un enterrement, a eu lieu. Et ensuite, dans le chapitre 4 et 5, il m'est confirmé que non. En fait, il s'est passé, il me semble, quelques semaines. Et tu vois, quand je dis il me semble, c'est que je ne suis même pas sûr. Donc, essaye de temps en temps de rajouter des indicateurs, surtout temporels en fait, pour que je sache, voilà, il y a tant d'années, de mois qui sont passés, tant de semaines. Parce que, à nouveau, dans ce détail-là va résider aussi la cohérence de ton œuvre. Si le lecteur ne sait pas quand a lieu tel événement, surtout que certains événements peuvent avoir lieu en même temps, d'autres avant, etc. Par exemple, le chapitre 5, pour moi, peut autant avoir lieu avant, comme en même temps, comme un peu après, ou quelques mois après, le chapitre 4, en fait. Voilà, donc n'hésite pas, parfois de temps en temps, à voilà, donner des indications. Et enfin, la présentation générale, chapeau, en fait. Franchement, c'est pro, il n'y a pas de faute, ou très 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 peu de fautes. Mis à part le fait que oui, il y a quelques répétitions. Non, il y a quelques répétitions, mais juste au niveau des verbes, où de temps en temps tu vas utiliser beaucoup les auxiliaires, décomplexifier les choses. Vraiment, j'ai passé des chapitres parfois, enfin des pages entières, j'avais rien noté. Je passais mon temps à dire purée, c'est génial, c'est trop beau, etc. Au début, le glossaire, moi je le mettrai à la fin. Parce que, à nouveau, juste un roman, c'est un produit, c'est pas une encyclopédie. Et plus tu vas mettre de pages entre la couverture et les premiers chapitres de ton roman, et moins tu auras de chances que le lecteur passe de temps à te découvrir en librairie, ou même, je sais pas, lors d'un salon, etc., pour ensuite te dire, ok, bah je vais l'acheter ou pas. Plus vite le lecteur rentre dans l'histoire pour voir est-ce que ça lui plaît ou pas, plus tu as de chances qu'il aille plus loin, et donc du coup, il disent, je vais l'acheter. Moi, personnellement, enfin après, ça dépend des lecteurs. J'ai vu que sur Wattpad, encore une fois, les gens étaient impressionnés par les cartes. Personnellement, j'ai vu des romans avec des très très belles cartes, mais l'histoire tenait pas debout parce que justement l'auteur était plus fixé sur son idée de créer un univers que de m'écrire une histoire. Et en fait, ça va être ça la conclusion de cette critique. Et là, je m'adressais à toi qui m'écoute, je m'adresse aussi à toi, cher Herald. Si je devais résumer ton problème en un point, c'est que parfois, de temps en temps, j'ai l'impression que tu oublies le lecteur ou que tu considères que tu es ton seul lecteur. Un auteur m'a dit, pas plus tard que
quand cette vidéo sortira, ça fera 7 semaines, donc on va dire 7 semaines, que Bernard Weber disait qu'il faut écrire les livres qu'on aimerait lire. Je suis d'accord avec ça, mais ça je pense que c'est... Il faut prendre avec des pincettes. Ok, j'ai écrit un livre que j'aimerais lire, mais à un moment donné, il faut que je me dise, j'ai envie que d'autres personnes me lisent et que je les fasse entrer dans mon univers. Et du coup, c'est la question que je te demande. Est-ce que tu es prêt à un peu t'oublier, parce que l'auteur en fait écrit et se met au service des autres, pour pouvoir permettre à d'autres de te lire. Car oui, c'est super bien écrit, oui, c'est super profond, etc., etc., mais est-ce que toute cette complexité-là ne pourrait pas juste être diminuée et mise au service de quelque chose de meilleur, de plus profond, et surtout qui va être plus immersif pour le lecteur, afin que davantage de personnes te découvrent. Parce que concrètement, la fantasy en France, je sais pas, ça fait longtemps que j'en ai pas lu, mais Game of Thrones se cherche un potentiel successeur. On ne sait même pas si Martin va finir son roman, et si c'était toi. Et enfin, je finirai par ceci, une question pour vous. Est-ce que vous lisez toujours avec un dictionnaire en main? Ciao.